Merci à vous d'être si nombreux et là ce soir. On va se lancer. Déjà, on va reprendre rapidement. Donc, CIGEO, c'est quoi? On le sait un peu tous, mais bon, ça fait pas de mal de repartir sur les bases. Donc, c'est enfouissement des déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. C'est 270 km de galeries souterraines pour mettre 3% de la totalité des déchets radioactifs qui existent actuellement, mais qui concentrent 99% de la dangerosité. CIGEO, ça va être comment? Ça va être clairement 2 installations en surface. Donc, sur ce qui est le bois-le-jus, on va avoir la zone puits. Donc, la zone puits, c'est quoi? C'est 5 énormes puits qui vont servir après pour le transfert de personnel, de matériaux, et à servir à l'extraction de la ventilation souterraine pour extraire l'air contaminé et plein d'hydrogène. Ça va s'étendre sur 90 hectares, plus 180 hectares de verse. Donc les verses, c'est quoi? En fait, ils vont creuser toutes ces galeries souterraines, donc ils vont extraire énormément de terre, qui sera essentiellement de l'argilite. Et ça, il faut bien le verser quelque part. Donc, ils vont aller le verser sur cette zone-là. Et ça recouvrira 180 hectares. Il faut bien se rendre compte que ça va créer des montagnes, en fait. La deuxième zone, c'est au niveau du labo actuel. Ce sera la zone des descendries. Il y en aura 2. Une qui servira au service, donc vraiment pour descendre les matériaux et les gros équipements. Et une pour tout ce qui sera donc les colis, donc les déchets radioactifs. Et ça prendra la bagatelle de 280 hectares. Alors, tout ça, c'est prévu pour à peu près quand? Sachant que c'est des estimations qui sont faites par l'ANDRA et qui changent très souvent. Et que, là, ce qu'on vous donne là, c'est les dates officielles les plus récentes. Mais c'est pas dit qu'on soit exactement dans ces dates-là après. Alors bon, ça a commencé en 2016 et ça devrait s'étendre jusqu'à 2022, rien que pour ce qu'ils appellent les aménagements préalables. Donc c'est faire des études et surtout concevoir tous les raccordements qui seront nécessaires pour le centre en lui-même CIGEO. Raccordement, on entend là en fait amener sur place tout ce qui servira à construire le centre. Donc ça va être surtout de l'énergie, de l'eau, des transports. Ils prévoient de déposer leur demande d'autorisation de construction en 2019 et ils prévoient d'obtenir leur autorisation et donc la parution d'un décret en 2020. 2022, ouais, pardon. 2022, du coup, ils ont leur autorisation, ils commencent à creuser et ils commencent à construire, donc, construction initiale. Démarrage du centre prévu pour 2030. Arrivée des premiers déchets radioactifs 2035 et après ce sera fermé par petits morceaux progressivement à partir de 2070. La fermeture définitive c'est prévu pour 2150. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ça va commencer, ce sera parti pour 130 ans. Alors, si ça commence en 2022, ça veut dire que c'est quand même assez proche maintenant dans le temps. Et pourtant des infos concrètes, actualisées, avoir une vision d'ensemble de ce que sera cet énorme projet et de surtout tout ce que ça va impliquer pour le territoire mais aussi pour la vie des habitants, et ça c'est quand même très 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 difficile. Alors évidemment l'ANDRA a quand même organisé des concertations, mais est-ce que ces concertations-là sont vraiment preuve de prise en compte des préoccupations des habitants et de leur intérêt, ou est-ce que c'est plus un semblant de démocratie? Là, par exemple, il y a eu des concertations sur la voie ferrée, et ce qu'on a demandé aux gens, c'est par où voulez-vous que passe ce petit morceau-là? Tout en disant aux gens, c'est pas garanti que ce que vous préférez, ce soit vraiment ce qui sera retenu en décision finale. Il y a eu aussi des concertations sur l'eau au printemps. La première était en avril, il y en a une autre en mai et enfin une autre en juin. Et là, par exemple, ils ont demandé aux gens leur avis sur
par où passent les canalisations, tout en leur disant pareil, in fine, ce ne sera pas forcément votre décision qui sera retenue. Alors, ce qui est certain, ce qu'on sait par exemple, c'est que ça va être vraiment un projet, et avant même le projet en lui-même, pour faire ce projet, des travaux vraiment d'une ampleur titanesque. Ça va être énergivore, ça va avoir besoin d'être alimenté en énergie. Cigéo va vraiment être assoiffé et il va falloir lui apporter énormément d'eau et surtout il va aussi en rejeter beaucoup et elle ne sera pas toujours propre. Et il a besoin d'être desservi, il faut qu'il soit accessible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi énormément de transport, de plein de modes de transport différents qui puissent arriver jusqu'au centre. Et donc route, rail, fluvial. Donc là, ça veut dire que pour commencer la construction de Cigéo, il faut déjà des infrastructures. Et tout ça, en fait, ça va être lancé sur un espace restreint, donc sur un même territoire et tout en même temps. Et donc, ça va créer forcément des tensions très importantes. Alors ce soir-là, ce sur quoi on va se centrer, c'est vraiment cette période proche de nous, dans le temps, donc tous ces travaux préparatoires. Et on va voir successivement donc, un peu au plan des énergies, au plan de l'eau et au plan des transports. On a prévu là on part pour une petite quarantaine de minutes. À la fin, on a prévu un gros temps de questions, d'échanges, de débats. Par contre, si vous avez des questions entre les différentes parties de compréhension, n'hésitez pas, on est là pour ça et on a le temps. On commence avec l'énergie. C'est Léa qui va vous en parler. Allez, c'est parti. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le gaz et l'électricité. Je vais faire juste un tout petit point sur le gaz parce qu'on n'a quasiment aucune information. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un raccordement au gaz, notamment pour chauffer les zones des cendries et les zones puits, quoi. C'est aussi les zones de surface. Qu'a priori, ils veulent se raccorder sur un raccordement déjà existant, mais on ne sait pas lequel, parce que celui qui est le plus proche, il n'est pas assez bon en qualité, quoi. A priori, ça devrait être aussi prêt pour 2025, et il y a une estimation du coût à 1 million d'euros le kilomètre. Voilà, mais comme on ne sait pas jusqu'où ça devrait aller. Donc ça, c'est juste sur le gaz. Sur l'électricité, on a un peu plus d'informations. En fait, donc ils ont besoin vraiment d'avoir un apport en électricité vachement plus important, ne serait-ce que pour pouvoir commencer à construire les galeries. On estime qu'au maximum, leur besoin, c'est l'équivalent de à peu près 60 000 foyers. Et j'ai regardé, la population de Bar-le-Duc, c'est 15 000 personnes, juste dans la ville de Bar-le-Duc, donc ça fait à peu près la consommation de 4 fois la ville de Bar-le-Duc. Donc le calendrier, c'est à peu près toujours le même, c'est-à-dire qu'on a d'abord une première phase de concertation. Là, la concertation, la petite nouveauté, c'est qu'ils vont attendre d'avoir eu l'enquête publique sur le débat public, sur le plan de gestion des matières radioactives, qui va avoir lieu là début 2019. Et ensuite, après, ils vont faire un pseudo-débat public sur les transformateurs électriques, etc. Pour déposer les dossiers en 2020, avoir l'autorisation en 2022, commencer les travaux en 2022, et que ça soit prêt en 2024-2025. C'est à peu près... Au niveau des coûts, c'est un peu flou. Sur le site de RTE, il marque 41 millions d'euros d'investissement global. Donc j'imagine que dans l'investissement global, il y a un peu tout qui est compté, mais en même temps, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ce tout. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement ? Pour l'instant, vous avez sûrement passé à Bure, il y a déjà une ligne THT qui existe, qui est à 400 000 volts, donc c'est les lignes à très très haute tension. Et l'idée, c'est de se brancher sur ces lignes-là, et il va falloir qu'ils alimentent plusieurs postes. Donc en tout, ils vont créer 3 postes de transformation électrique. Un premier qui sera vraiment au niveau de la ligne existante, qui va faire que le courant va passer de 400 000 volts à 90. Et ensuite, ils vont créer 2 postes, donc un dans la zone puits et un dans la zone des cendries. En gros, un au niveau du bol de jus et un au niveau du labo.
Et il va falloir qu'ils fassent des liaisons entre tous ces sites-là. Ça fait à peu près 11 km, parce que c'est des boucles. Donc 11 km de tranchées, quoi, entre ces 3 endroits. Voilà. Et du coup... Oh, on a perdu le diapo. Oui, alors c'est des transformateurs électriques, genre celui qui aura donc au niveau de Bure, quoi, un peu en dessous de la boulangerie. En gros, le fuseau a toujours pas été déterminé avec certitude. Il y a certains dossiers sur lesquels ils nous disent que c'est celui qui a... T'as la carte avec le fuseau, avec ses emplacements. Voilà. Attends, en fait, il est planté. On ne peut plus rien faire. Bon. En gros, sinon tu montes là-dessus. Genre... Je sais pas si vous voyez, mais en gros, ça c'est au niveau du labo. Là, il y a bois le jus, et Bure c'est là. Et pour l'instant, il faudrait à peu près le mettre en dessous du village, quoi. Non, en dessous du labo, par là. Entre le labo et Bure, pour pouvoir que ça soit à peu près à mi-chemin, que ça fasse un truc plus ou moins tout droit, quoi, qui passe complètement par le village. C'est pas très clair. Donc, c'est pas grave. On va le remettre. Ouais. On arrive. Je vais le lever si tu veux. Ouais. Donc la ligne THT. haute tension existante, donc 2 fois 400 volts, et les différentes positions pour le transformateur électrique principal qui avait été proposé, et celle qui semblerait être retenue. Tu peux montrer le bois le jus du coup Ouais, quand on est à la route, on a le bois le jus qui est juste là. En fait, ils ont rajouté les nouveaux emplacements potentiels au mois de septembre, et c'est ça qui fait qu'on est un peu... moi, je comprends pas trop ce qu'ils font, quoi. J'arrive toujours pas à savoir s'ils se sont décidés ou pas. Mais enfin bon, on verra bien. Du coup, je voulais juste préciser, nous, on n'est pas des experts, moi j'ai clairement pas toutes les informations. Il y a des trucs qui passent carrément à la trappe dans ce que j'ai récolté comme info aussi. Et moi, ce qui m'importe, c'est plus de vous apporter à la fois un peu une idée de quelle ampleur ça va avoir, mais aussi qu'est-ce qu'on fait contre ce truc-là, quoi. Et du coup, moi, je vais un peu axer ma partie sur RTE et sur qui c'est et comment est-ce qu'ils arrivent sur un territoire, quoi. Et pour ça, en gros, je vous propose d'écouter un extrait audio. Ça vient d'un livre audio qui s'appelle « Ça grésille dans le poteau ». Et c'est sur une lutte contre la construction d'une ligne THT dans le Cotentin-Maine, qui normalement, qui a été justifiée par la construction de l'EPR de Flamanville, qui n'est toujours pas en service. On est parti pour l'extrait sonore, hein. Regarde, on est où hein? Ils sont venus. Ils sont venus. Et c'est là qu'ils sont venus que je suis avec. Tu les chassés, oui. Non, mais ils nous disaient pas qu'ils venaient. Hein. Alors, c'est nous qu'on y passait dans la cour, on se disait oh là là, il y a quelqu'un qui passe. On allait. On nous avait dit réunion. Normalement, ils n'ont pas le droit d'aller sur le terrain. Alors, bon, quand ils sont allés sur le terrain, moi, je les ai chassés. J'ai dit vous n'avez pas le droit. Et puis, je suis venue, j'ai téléphoné. Mais pendant ce temps-là, comme j'avais personne, je suis redescendue et j'ai dit non. Et quand je suis descendue, ils étaient en train de marquer les arbres avec eux. Alors là, la colère complète. J'ai dit quoi? Vous marquez les arbres? Alors là, j'ai dit non, vous dégagez. Alors ils sont partis. Et ça, c'était les premières relations avec RTE. Ils sont d'abord. Vous avez commencé par les chasser directement. Oui. Puis, je me rappelle plus comment il s'appelait. Il est venu avec des plans et
Ils se trompent Il se trompait de bois, il nous avait dit que notre bois allait pas être coupé, enfin il se trompait, il mélangeait avec le bois voisin. Il nous promettait que le bois allait pas être coupé, mais il fallait qu'on signe. Alors Sylvie et Jacques étaient là, ils ont dit, ben nous on veut bien, mais vous l'écrivez, qu'il va pas être coupé. Mais il a jamais voulu. Quand il est venu, alors il connaissait le tracé quand même, mais il savait pas trop ce qu'ils allaient faire des arbres, s'ils allaient les couper, s'il fallait les couper, s'il fallait... Pour lui, il pensait qu'ils allaient les couper quand même. Ouais. Bon, on avait vraiment différents avis. De toute façon, leur seul but, c'était de nous faire signer la convention, de dire ce qu'ils voulaient, et... Parce que même ils nous ont dit, vous allez faire se planter. Ah ben l'arbre, c'était le chêne. On a même... Ils nous ont dit qu'on avait amené la plante. Hein? C'était nous qu'on l'avait amené que là. Et le chêne, c'était nous qu'on l'avait planté, enfin c'est n'importe quoi. J'avais un chêne qui fait 100 ans. 34 pieds. C'est vous qui avez planté le chêne de 100 ans. Donc vous ne pouvez jamais rencontrer RTE. Donc j'ai dit, moi j'ai une solution pour le rencontrer, je ne peux pas trouver l'adresse, j'ai écrit à Areva à Paris, une lettre manuscrite. Ah mais ça promet non, 8 jours après il est arrivé. Et c'était quand Joachim. Ah j'ai vu déjà la peinture que c'était. Hein. Il est arrivé à l'heure au rendez-vous à peu près, il est venu dans la cour par derrière parce que je viens avant. Tous les ans c'est lui qui a marché devant, il est rentré sans que je lui dise. Il a branché son ordinateur sans que je lui dise. J'ai laissé tout faire, j'ai dit au même le prochain coup que tu vas revenir, ton machin ne pourra pas prendre la fenêtre. Bon, c'était la première réunion, j'ai pas voulu taper dans la bulle. Et ce jour-là, j'ai dit, monsieur, chez vous, on négocie pour moi. Je suis assez grand pour le faire. J'ai dit, c'est avec moi que vous négocierez, c'est pas avec le syndicat majoritaire. J'étais reparti avec ça. Ils savaient déjà que ça n'allait pas rien. Mais ils sont formatés. Ah oui. Je sais pas quoi ils se font piquer. Ils n'ont pas de conscience. C'est comme les gendarmes. C'est pareil. Ouais, c'est pire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dingue, ça. Hein. Enfin, on a assisté à des réunions d'information de RTE. Et les premières rencontres, de toute façon, la ligne passera, vous vous battez pour rien, quoi. C'était vraiment de l'arrogance, et puis sur deux, quoi. Voilà, dès le départ, ils partaient en terrain conquis, et que ça servait strictement à rien de se battre. Ils se moquaient carrément de nous. Hein. Voilà, c'était à chaque fois, ils étaient très méprisants. Ah ben, ils sont pas très bien comportés. Ils ont pris plein de pouvoir, et puis quoi qu'on fasse, de toute façon, les flics étaient là pour... Ils oublient ça dans l'ordre, donc elle a besoin de la TE, donc quand on prend tout à téléphoner, appeler les flics pour leur dire il faut dégager tout le monde, c'était RTE, c'était pas nous qui donnait les ordres, quand c'était pour les flics, hein, c'était RTE. Ah non, pas trop, on n'a pas trop aimé ça. Je crois que plus l'attitude de RTE a fait qu'on s'est encore plus impliqué dans le combat. Parce que c'est pas normal qu'au XXIe siècle, une entreprise privée, même si elle travaille pour l'État, puisse se comporter comme un dictateur, parce que c'est vraiment ça. Hein. Comme à Notre-Dame-des-Landes, ils vont tuer des tritons à un endroit, mais c'est pas grave, on va creuser une mare un peu plus loin, et comme ça on va en mettre un peu plus loin, donc c'est bon, on a tout réparé, c'est pas grave. Ça fait penser à un peu mon fils, rappelez, il disait, avec l'argent qu'on vous donne de la mare, vous n'avez qu'à en refaire une à côté de chez vous. La méthode des RTE, c'est de se mettre tout le monde dans sa poche, sauf celui qui va être concerné par la ligne. Comme ça, il est resté tout seul. Faut l'isoler, et quand après, il y a des petits groupuscules, c'est des divisés, c'est décassé. Je voulais juste revenir un peu vite fait sur l'emprise des travaux que ça va avoir, quoi. Et puis après, on passera à autre chose. Mais en gros, le poste de transformation principal, il fait faire à peu près 7 hectares. C'est énorme, quoi. C'est à peu près l'équivalent de, je dirais, 4 grands terrains de foot professionnels. Donc je sais pas si vous voyez le coin, mais enfin, c'est pas immense, quoi. Entre le labo et Bure, si on cale ça au milieu. Et puis, pour faire joli, ils vont mettre quelques arbres autour, quoi. Ils appellent ça de l'aménagement paysager. Ça va coûter encore plus cher et ça va prendre encore plus d'espace. Ça va être carrément mieux. Et surtout, c'est les liaisons souterraines. Donc c'est ce qu'on voit, en fait, il y a le poste électrique
et ils vont devoir doubler les lignes électriques entre le poste électrique et la zone puits, et puis le poste électrique et la zone descendrie, au cas où soit il y a un problème technique, soit il y a des actes de malveillance. Et en fait, donc c'est vraiment, ils vont passer je sais pas combien de mois à creuser des tranchées de à peu près 1,50 m de profondeur sur 70 cm de large. Parce qu'en fait, la zone, elle est vachement plus large que ça, parce que ça fait... il y a des bandes de servitude de 2,50 m sur chacune des tranchées. Il faut 5 mètres entre les deux tranchées. Donc ça fait à peu près 11 mètres de large, quoi. Sur lequel on n'a pas grand... Enfin, il peut toujours y avoir des cultures. Donc pour les agriculteurs, c'est un peu ça qui est toujours possible. Mais il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas le droit de construction. Enfin, ça reste un peu contraignant. Et puis il y a du béton sous la terre, quoi. Parce qu'en fait, c'est des espèces d'énormes tubes dans lesquels ils font passer leurs fibres optiques et leurs câbles du choix de trucs. Ils coulent du béton par-dessus et après ils remettent la terre, quoi. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais pas trop. Bah après, il y a toujours sur les nuisances des champs électromagnétiques, où là, j'ai regardé un peu, je trouve que c'est très flou, et en fait, la plupart vraiment des griefs qu'on a contre ça, c'est vraiment au niveau très très local. C'est-à-dire que les seuls trucs qui sont reconnus, ça va être soit quand on est à moins de 400 mètres d'un poste de transformateur électrique, il me semble que c'est ça, hein, mais ceux de 400 000 volts. Donc le village de Bure, il est je crois à 500 mètres du poste de transformation électrique. Et puis après, il y aura des choses qui vont être reconnues sur les animaux, mais pas sur les humains, et pas sur les cultures non plus. Il y a une grande... Enfin, c'est très variable en fait en fonction de l'organisme qui est touché. Et imaginons un enfant en bas âge, il va pas avoir la même résistance qu'une personne adulte, etc. Ça marche aussi pour les animaux, pour tout ça. De fait, moi j'ai essayé de regarder un peu, c'est super compliqué d'avoir des informations, d'avoir... c'est un truc dont on parle quasiment pas et sur lequel avoir des informations fiables, je trouve que c'est super compliqué. Après, je sais qu'un peu plus tard, dans le livre audio, ils parlent aussi, parce qu'ils ont été en contact avec le CRIREM, qui est un centre de recherche un peu comme la CRIRAD, mais un centre de recherche indépendant sur les ondes électromagnétiques. Mais je vous crois que... Voilà. Peut-être Robin des Toits aussi. Robin des Toits, Prière Thème. Il peut y avoir des infos. Ben, il y a quasiment rien, et en tout cas, ça reste très limité, et c'est vraiment sur soit les 400 mètres de distance du poste de transformation électrique, soit il n'y a rien du tout. En fait. Ils se mouillent pas trop, quoi. J'ai l'impression. Voilà, c'est un peu le tour, je crois. Après, si vous voulez revenir en profondeur, on peut faire ça tout à l'heure. Du coup, après l'énergie, l'eau. Alors, donc l'eau pour CIGEO, en fait, avec ce groupe de recherche là, d'analyse des DOP, on a épluché un peu tout ce qu'on a pu récolter et on s'est basé donc sur ce qu'on a trouvé. Après, beaucoup de choses, c'est de la communication vraiment officielle de l'ANDRA, et là, les trucs les plus récents, c'est extrait des concertations qu'il y a eu au printemps. Après, voilà, donc de base, de toute façon, il y aura besoin de travaux pour amener l'eau à CIGEO. Donc raccordement, adduction, qualité eau potable, c'est ce qu'ils veulent. Donc déjà, il va falloir ramener de l'eau, et beaucoup. Et ensuite, il va falloir des canalisations pour aller rejeter les eaux usées et plein de types d'eau différents. Alors le calendrier de base d'origine, c'était de 2016 à 2020, on fait les études, on lance les procédures administratives et donc on fait nos travaux, donc de raccordement à l'adduction en eau potable et rejet des eaux. Et en 2020, on met en service tout ça pour que ce soit tout prêt pour entamer les travaux de creusement. Donc là, on l'a vu au début. Là, maintenant, ça s'est décalé d'à peu près 2 ans.
Donc on part sur une mise en service pour 2022, quoi. Puisqu'ils veulent avoir ça pour préparer leurs travaux. Alors, ce qu'on sait, c'est que sur les besoins déjà de consommation, ça va être vraiment énorme. Entre 2022 par là et 2030, c'est 500 mètres cubes par jour. Ça va être pour les chantiers donc, de ces travaux préparatoires, les constructions initiales et les besoins pour les personnes. Alors pour se rendre un peu compte, 500 mètres cubes par jour, c'est ce que consomment 9 personnes à l'année. C'est une piscine olympique et demie toutes les semaines, pendant 10 ans. Après 2030, ça diminue un peu, on passe à 200 mètres cubes par jour, minimum 100 mètres cubes par jour. Ça, c'est vraiment pour finir les constructions et rentrer en phase d'exploitation du centre. Sachant qu'à ça va se surajouter en fait des nouveaux besoins sur le territoire en hausse dû à l'arrivée de nouveaux habitants. Donc c'est estimé à 900 mètres cubes par jour supplémentaires, hors besoin de l'endroit, juste pour les personnes. Alors bon, après ça c'est pareil, c'est des estimations qui sont faites par l'ANDRA, sur quelle base, quelles hypothèses. Ça reste aussi quelque chose auquel on n'a pas accès. Mais bon, ce qu'on peut se dire là déjà, c'est que au total, 500 mètres cubes par jour pour CIGEO et 900 mètres cubes par jour en besoins supplémentaires, ça fait 1400 mètres cubes par jour. 1400 mètres cubes par jour, ça fait à peu près 4 piscines par semaine, 4 piscines olympiques par semaine. C'est ce qu'utilisent à peu près 25 personnes par an. Donc c'est quand même énorme en fait, sur une ressource, c'est prendre beaucoup sur une ressource qui est déjà fragile sur le territoire. Il y a déjà des soucis de quantité de disponibles et aussi de qualité. La ressource, elle est abîmée, il y a des pesticides dedans, il y a des nitrates et il y a des problèmes de turbidité. Donc la turbidité, en fait, c'est la capacité de l'eau à laisser passer la lumière ou à la réfléchir. Donc ça va avoir un impact sur tous les organismes vivants qui peuvent se développer ou pas. Du coup. Donc voilà, donc un centre vraiment qui va être assoiffé et pour satisfaire cette soif gargantuesque, il va falloir une double alimentation en eau pour desservir le laboratoire et les autres. Donc on va aller piocher en fait dans un peu toutes les ressources du coin. Et on va prendre depuis la vallée de l'Ornain et depuis la Marne. Donc Gondrecourt d'un côté, Joinville de l'autre. Donc là en fait sur la carte que vous voyez, donc là en fait on voit le jus, donc ce sera la zone puits. Là c'est le laboratoire à côté de Saudron, donc la zone des cendries. Et l'adduction en eau, ça va se faire d'un côté par Joinville, pour desservir les deux. Et de l'autre côté, voilà, via l'Ornain, via Gondrecourt, pour pareil, venir desservir les deux zones. Tout ça pour la bagatelle de 11 millions d'euros hors taxes, dont à peu près la moitié sera à prendre en charge par la communauté de communes. Voilà, pour l'alimentation. Ouais. Ça fait mal, ça. Oui. Je vais faire l'avocat du diable. Vous avez des informations là. Vous voulez donner du site de l'Andra ou... Alors du site de l'Andra, des concertations, des comptes rendus des concertations d'Andra de cet été, du contrat de développement du territoire. Pardon. Est-ce qu'il ne serait pas correct de dire on ne va pas servir des eaux courantes, mais puiser dans la nappe phréatique qui est monstrueuse dans le nord-est? Parce qu'on a des nappes les plus extraordinaires, on a des millions de mètres cubes de réserve, il faut savoir. Alors, est-ce qu'il ne serait pas assez malin pour dire vous en faites pas, on va les prendre du sous-sol? C'est une simple hypothèse, je ne sais pas. Non, je suis partie de l'eau et ça c'est non. Non. À l'heure actuelle, ils sont en train de faire parler avec le syndicat des chénés de l'eau et ils sont en partance pour Tenancé Joinville et Gondrecourt. Et ça c'est voulu par les deux présidents des deux Codecom.
Tout ça, c'est une histoire de fric. Et nous, on boit l'eau en bouteille. Et nous, on boit de l'eau en bouteille. Voilà. En effet, de Ornain, de Joinville, de Tenant-Suzanne-Court et d'Eschenay. Après, donc là, on a parlé de ce que Cigéo va pomper, en fait, pour ses propres besoins, mais en fait, va aussi falloir qu'il recrache beaucoup. Il va falloir qu'il rejette beaucoup d'eau et elle ne sera pas toujours propre. Et en fait, l'eau qu'elle va rejeter sera différente selon comment elle aura été utilisée et où est-ce qu'elle aura été récoltée. Du coup, il y aura différents points de collecte, il y aura différents types de traitements. On peut avoir de la décantation, mais aussi du traitement chimique et du traitement biologique. Et il y aura donc, logiquement, plusieurs points de rejet. Donc, comme la qualité des eaux qui vont sortir va dépendre d'où elle a été récoltée, ça veut dire qu'on va avoir des eaux un peu différentes selon si elle vient de la zone puits ou selon si elle vient de la zone des cendriers. Donc sur la zone puits, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des eaux de pluie, en fait, la pluie qui va tomber sur les toits des bâtiments, sur les parkings, sur les routes, sur les véhicules, donc c'est des pluies de ruissellement. Donc ça va charrier toutes les matières en suspension, toutes les poussières des chantiers, toutes les particules fines dues aux voitures, au trafic, aux camions, tous les hydrocarbures qui traînent, etc. Premier type d'eau. On va avoir aussi des eaux usées. Donc ça, c'est vraiment les chantiers, les lieux de vie, les toilettes. Après, quand on va commencer le creusement et les constructions initiales, là, on va avoir des eaux d'exore des travaux. Alors, les eaux d'exore, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on creuse en sous-sol, il y a plein d'eau qui s'infiltre. Et il faut pomper cette eau pour l'extraire, pour éviter que ça s'effondre et pour maintenir sec les galets. Et ça, en fait, donc ce qu'on va extraire, c'est de l'argilite. Et dans l'argilite, il y a des sulfates. Les sulfates se dissolvent dans l'eau. Et ça fait varier, en fait, l'acidité de l'eau. Donc à terme, ça engendre une modification du pH de l'eau. On va avoir donc aussi, sur la zone puits, des verses. Donc on vous expliquait, tout ce qui creuse, ils vont aller le déverser sur la zone pluie, sur des hectares et des hectares. Donc c'est pareil, ce qui sort de la terre, ça va être de l'argilite. Donc dans l'argilite, pareil, sulfate qui se dissout dans l'eau, qui vient modifier l'acidité de l'eau et donc des modifications de pH. Et il y aura aussi sur la pluie en fait qui va tomber sur les verses. Donc on aura des eaux de ruissellement de verses qui aura donc cette argilite, ces sulfates, etc. Et après la mise en service, une fois que ça fonctionnera, il y aura ce qu'ils appellent les eaux industrielles. Et là, ce sera huile, graisse et compagnie. Alors par contre... L'activité, ça va dans l'eau. Alors oui. Et ça y est. Énormément, c'est même le vecteur de transport de la radioactivité. Mais on y viendra juste après. Donc par contre, sur toutes ces eaux-là, donc ça c'est ce qu'ils vont récolter sur la zone puits. Mais toutes ces eaux-là, on n'a aucune notion des volumes. Aucune estimation, on n'a trouvé aucun chiffre. Par contre, donc ces eaux-là, va bien falloir les rejeter. Alors, soit, à chaque fois c'est pareil, soit on rejette à côté, localement. Et là en l'occurrence, ce serait l'Ormançon, parce que ça passe juste à l'est de la zone puits. Soit on déporte les rejets, c'est-à-dire on va juste les faire plus loin. Et là en l'occurrence, ce serait l'Ornain et la Marne. Alors l'Ormançon, de toute façon, rejoint l'Ornain. L'Ormançon passe par Mende en fait. C'est un ruisseau. C'est un ruisseau qui a des longues périodes d'assec, donc ça veut dire que pendant des longs moments, il n'y a juste pas d'eau en fait dedans. Donc son débit moyen, on le voit, il est très faible, voire des fois inexistant. Et il rejoint donc l'Ornain vers Saint-Joire. L'Ornain, lui, il va rejoindre la Marne et la Sceaux. L'Ornain passe à Gondrecourt, ça passe à Ligny-en-Barrois, c'est l'Ornain qui passe à Bar-le-Duc. Et là, on est sur des débits plus importants. On est sur quelque chose de plus large. Donc si on rejette tout proche, ça va être dans un petit ruisseau. Si on rejette un peu plus loin, ça va être dans quelque chose de plus large. Petite image. Donc en fait, là, donc on a la zone puits. Donc
là, on a leur mention, et là, on a leur nom. Donc ils se rejoignent à Saint-Jean. Là, on a la Sceau. Ici, on a l'Orge, qui va rejoindre la Sceau vers Damary. Et là, on a la Bureau, qui est encore plus petite, et qui rejoint l'Orge. Voilà, pour vous dresser un peu, vous donner une idée de la répartition des cours d'eau du coin. Et l'Orge passe à Couverpuis. Et l'Orge, voilà, passe à Couverpuis, tout à l'heure. Information, J'y viens juste après, en fait. Donc là, sur ces rejets de la zone puits, comme je vous disais, il y a eu des concertations au printemps. Et en gros, ce sur quoi ils ont interrogé les gens, c'est à votre avis, alors, est-ce que ce serait mieux de rejeter? Voilà, on vous propose plusieurs scénarios. Et choisissez-en un. Et à chaque fois, la question, c'était surtout, est-ce qu'on rejette ici ou est-ce qu'on rejette un peu plus loin? Et là, pour la concertation sur les rejets de la zone puits, la majorité des participants choisissaient un rejet local. Alors, pourquoi c'est mieux de rejeter localement, donc dans un ruisseau qui est plus petit? Parce que, en fait, ça nécessite moins d'aménagement, moins de canalisation, moins d'infrastructures. Par contre, ces eaux-là, comme on va les rejeter dans un volume d'eau qui n'est pas très grand, il faut des traitements qui sont beaucoup plus poussés parce qu'on ne pourra pas jouer sur le principe de dilution des eaux propres mais sales, en fait, rejetées dans une grosse masse d'eau. Donc, rejeter localement, ça veut dire aussi des traitements chimiques, biologiques, etc., beaucoup plus poussés, donc plus chers, aussi plus dangereux pour l'environnement et qui vont nécessiter plus de maintenance des installations de traitement, en fait. Donc, comme je vous disais, voilà, leur mention se jette dans l'Ornain, l'Ornain finit par se jeter dans la Sceau, la Sceau et la Marne se jettent dans la Seine. Ah non, la Sceau dans la Marne et la Marne dans la Seine. La Sceau dans la Marne et la Marne dans la Seine. Voilà. La Sceau, virgule, la Marne. Voilà. Mais bon, bref, tout ça pour juste démontrer qu'au final, que ce soit des rejets locaux ou déportés, il y aura un impact et une pollution sur tous, en fait. Ça, c'était pour la zone puits, mais il y a aussi la zone descendante. Et dans l'Orge, ils en veulent? Eh ben, on arrive, on y arrive. Parce que, en fait, ça dépend des zones. Donc, pour la zone puits, ce qui est prévu, c'est de rejeter dans leur mention. In fine, dans leur mention. Ah oui, pour la zone puits, ce qui est prévu, c'est normal. parce que ça passe à côté, en fait. Terrain à l'endroit, alors, ça passe à côté. Tout est calculé. Voilà. Pour la zone des cendries, alors, encore une fois, les eaux sont différentes selon ce sur quoi elles tombent et comment elles sont utilisées. Donc sur la zone des cendries, il n'y aura pas de verse. C'est pas là qu'on va aller déverser l'argilite. Donc il n'y aura pas d'eau de ruissellement de verse. Par contre, le bâtiment de la zone des cendriers, il est ancré dans une nappe d'eau à faible profondeur. Donc il va falloir rabattre cette nappe d'eau. Ça veut dire qu'on abaisse artificiellement le niveau de la nappe souterraine. Et après, soit on la réinjecte dans la nappe, soit on le rejette dans le milieu naturel. Donc il y aura des eaux de rabattement de nappe. Il y aura aussi plus tard, mais ça c'est plus tard, donc c'est là que seront collectées les eaux qui sont contenues dans la roche, en profondeur, entre les colis de déchets radioactifs. Et donc l'eau, c'est vraiment le vecteur de la radioactivité. C'est par l'eau que les particules radioactives vont se déplacer. Donc ces eaux-là, quand il y aura si CIGEO se fait, quand il y aura des colis stockés en profondeur, il y aura de toute façon des infiltrations d'eau entre les colis. Donc il faudra récupérer ces eaux. Et cette eau-là, c'est ce qu'on appellera les eaux IND, parce que c'est une réglementation très spécifique. C'est des eaux qui relèvent des installations nucléaires de base. Et là, c'est une réglementation plus rigoureuse. Mais ça, c'est plus tard. Dans l'immédiat, sur la zone des cendries, il y aura les mêmes eaux à récolter avec les mêmes pollutions que sur la zone pluie. Donc des eaux de pluie, des eaux usées, des eaux d'exergue des travaux, des eaux industrielles. Mais il n'y aura pas les eaux chargées d'argilite. On aura en plus les eaux de rabattement de natte. Et on aura plus tard les eaux potentiellement contaminées. Et là encore, en fait, on n'a absolument aucune notion des volumes. Par contre, concertation cet été,
Mais alors, où est-ce que vous voulez qu'on rejette ces eaux? Oui, mais bon, la concertation, qui y a eu droit? Parce que nous, on n'est pas concertés. Et bien, juste là, alors pareil, dans les comptes rendus des concertations, en fait, on ne sait pas le nombre de participants. De toute façon, si c'est une concertation à 10. Le truc, il nous aime pas trop. Oui, on n'est jamais concerté. Hein, ah bon? C'est bizarre. On est concerté par les flics, mais c'est tout. Tu veux dire que tu penses qu'ils choisissent qui... Oui, je crois. Avec qui ils se concertent? Donc, où rejeter ces eaux? C'est ça qu'on a demandé aux gens à cette concertation. Alors, pour les INB, les eaux qui relèvent de la réglementation des installations nucléaires de base et qui seraient donc, après contrôle, effectivement contaminées, il est question de les transférer de temps en temps par camion. Pour aller où? Alors, pour aller où? Combien de camions? Quand? Aucune idée. Mais absolument aucune idée. Par contre, ce qu'on sait, c'est que en France, en 2017, il y a eu à peu près un accident de la route toutes les 10 minutes. Donc je ne reviendrai pas sur les dangerosités des transports, mais juste voilà, ça fait de la pollution de plus, des risques de plus et des risques d'accidents de plus. Alors pour les autres eaux, donc les eaux de pluie, les eaux usées, les eaux d'exore, les eaux issues de la nappe, et les eaux recueillies mais qui ne seraient pas radioactives, et où est-ce qu'on met ça? Dans la nature. Alors, encore une fois, soit à côté, localement, donc là, ce serait, comme on est sur la zone des cendries, ce qui est à côté de la zone des cendries, c'est la Bureau et l'Orge. Donc si on rejette localement, c'est dans la Bureau et dans l'Orge. Si on rejette un peu plus loin, c'est dans l'Ornain, dans la Sceaux et la Marne. Alors là, voilà, une jolie photo de l'Orge. Donc c'est très joli, c'est quand même pas très très grand, on parle pas d'un fleuve quoi. Donc la Bureau est encore plus petite, la Bureau elle se jette dans l'Orge, et l'Orge après va se jeter dans la Sceaux. Donc là pareil, on voit bien que la Sceaux elle est aussi un peu plus large que l'Orge, mais c'est pas non plus des cascades quoi. Donc la Bureau, affluent de l'Orge. Ruisseau, pareil, il y a des périodes d'assec, il y a des fois où juste, en fait, il est à sec. L'Orge rejoint la Sceaux à Damaris, ce que je vous disais tout à l'heure. Pareil, c'est un cours d'eau qui est intermittent. Les débits moyens ne sont pas non plus foufou, et donc l'Orge, c'est ce qui passe à Seudron et ce qui passe ici à Couvercuire. La Sceaux, elle, affluent de la Marne, à Vitry-le-François se rejoignent. Bon, là, c'est une rivière. On a déjà des débits un peu plus importants. Et la Marne, donc, après, va se jeter dans la Seine. Donc là, encore une fois, sur ces concertations, plusieurs scénarios étaient présentés aux personnes. On peut rejeter tout localement. Donc là, tout va dans l'Orge et la Bureau. On peut rejeter tout plus loin. Donc tout va dans l'Ornain, la Sceaux, la Marne. Ou alors, on rejette localement pour les eaux pluviales et tout le reste, on va le mettre un peu plus loin. Là, c'était un peu moins clair, mais à peu près un tiers des participants ont opté pour des rejets locaux. Donc c'est pareil, hein, c'est les mêmes inconvénients, les mêmes avantages. Il y a moins d'aménagements nécessaires parce qu'on va moins loin, on va rejeter moins loin. Par contre, ça nécessite des traitements plus poussés et plus coûteux et une maintenance plus importante. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est pas parce qu'on va rejeter loin qu'on est dispensé de traitement. Les eaux, il faudra aussi qu'elles soient traitées, même si elles sont rejetées quelques kilomètres plus loin. C'est juste qu'on ne pourra pas jouer sur le principe de la dilution, en fait. Donc voilà, donc comme je vous disais, le Bureau se jette dans l'Orge, l'Orge va dans la Sceaux, d'une part. Donc ça, c'est pour ce qui concerne vraiment le coin des cendries. Pour ce qui concerne le coin, la zone puits, c'était donc l'Ormançon qui va dans l'Ornain et l'Ornain se jette dans la Sceaux. Donc là, vraiment, on voit bien, l'eau, c'est la ressource en réseau par excellence. Tout communique en fait, tout est lié. Et donc justement, en 2017, la Bureau, comme l'Orge, comme la Sceaux, étaient dans un état écologique moyen et dans un mauvais état chimique en fait. Donc quoi qu'il en soit, qu'il y ait des rejets, où que se fassent les rejets, il y aura des impacts et des pollutions de l'Orge, de la Sceaux, de la Marne et de la Seine pour les rejets de la zone des cendries.
il y aura des impacts et des pollutions pour l'Ornain, pour la Saulx, la Marne et la Seine par les rejets de la zone puits. Donc au final, vraiment les gros risques de ces travaux-là qui sont en lien avec l'eau et après l'impact de ce que ça va faire sur la ressource, c'est déjà, de toute façon, toutes les nuisances associées à des chantiers titanesques. Je veux dire, tout le monde a eu à un moment ou à un autre des gros chantiers, c'est quand même pas très sympa. Là, on part pour plusieurs années de ça. Ça va être important, ça veut dire enterrer des canalisations à côté de canalisations déjà existantes, donc ça veut dire péter toutes les voiries, aller rechercher les canalisations, en poser d'autres à côté, etc. Ça veut dire imperméabiliser des surfaces très importantes. Enfin, Guillaume nous en parlera après, mais rien que pour rejoindre les deux sites, va falloir construire un truc énorme qui va imperméabiliser 14 hectares. On a vu là, au tout début le nombre d'hectares que couvre la zone puits et la zone des cendries d'autre part. Donc, qui dit imperméabilisation des sols dit modification de tout l'écoulement en fait, naturel, modification des sols, modification des débits, ruissellement important. Alors, comme CIGEO, c'est une installation nucléaire de base, il y a une réglementation spécifique, ce que je vous disais, et cette réglementation spécifique, elle prévoit aussi qu'il faut que le site puisse éponger des pluies très 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 importantes. La plus grosse pluie qu'on ait jamais eue en 100 ans, ce qu'on appelle des pluies centenaires. Donc ils ont prévu des bassins avec des volumes spécifiques en fonction des grosses pluies qu'il y avait eu les années passées. Sauf que voilà, maintenant on est dans une phase où il y a un dérèglement climatique, il y a des épisodes de plus en plus extrêmes, on va avoir des périodes de pluie diluviennes qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, et concevoir la sûreté pour retenir toutes les eaux uniquement sur ce qui s'est passé les dernières années, est-ce que c'est vraiment raisonnable, sachant qu'en fait on peut plus vraiment prédire ce qui va arriver en termes d'événements climatiques. Des pollutions, et des pollutions diverses et variées, les poussières, les hydrocarbures, les particules fines, l'argilite, modification du pH, etc. Et surtout des quantités énormes dans des petits cours d'eau sur une ressource qui est déjà abîmée, quoi. Après, pour noircir encore un peu plus les tableaux, dans un futur plus lointain, les gros points noirs, ce sera vraiment les eaux d'exor, donc les travaux. Là, il n'y a aucune notion des quantités. A priori, quand même, ce seraient des volumes énormes, mais vraiment énormes. Mais pareil, on n'en sait toujours rien. Et ensuite, les eaux potentiellement contaminées, ce que je vous disais là, avec leur histoire de transfert périodique par camion, plus de transport, plus de risques d'accidents, plus de pollution due au trafic. Donc voilà, donc pour conclure cette partie sur l'eau, c'est qu'en fait vraiment, là ce qu'on voulait vous montrer, c'est les impacts concrets. Et en fait, ce truc aberrant dont on parlait au début, du fait qu'avant même d'exister, avant même d'être autorisé, CIGEO va déjà en fait créer d'énormes tensions sur une ressource naturelle qui est commune, sur une ressource qui est fragile, sur une ressource qui est en réseau. Et en fait, ce qu'ils vont faire sur l'eau, ça va avoir des impacts sur tous les autres usagers de l'eau. Et en plus, ça va avoir un impact extrêmement concret sur les écosystèmes. Donc voilà, c'est juste pour moi la démonstration même de l'emprise, de la mainmise de l'Andra, qui est bien plus large et bien plus globale que juste ce qu'ils veulent bien nous dire sur le périmètre de CIGEO. Voilà pour l'eau. Juste pour témoigner par rapport à ce que tu dis, cet été, il y a déjà eu des arrêtés préfectoraux demandant la restriction de l'utilisation de l'eau pour les particuliers. Et encore début décembre, la fin du mois de décembre, il y avait aussi des arrêtés par rapport à la pêche, mais c'était notamment dû à l'état des cours d'eau et à la quantité d'eau dans les cours d'eau. Donc on est au mois de décembre et on voit que c'est déjà un peu compliqué. Bon, c'est pas scientifique ce que je dis parce que c'est un exemple énorme, quoi, mais je veux dire voilà la situation déjà aujourd'hui ce qu'elle est, donc on peut imaginer avec on est déjà, 500 mètres cubes supplémentaires. On est déjà en fait avec une ressource qui est déjà fragile. Et c'est sûr que ça va la fragiliser. Et c'est pour ça que nous, tous les mois, on a des prélèvements dans notre rivière, enfin notre ruisseau qui ne coule plus depuis 4 mois, 5 mois, et ils viennent faire des prélèvements peut-être de grenouilles ou je sais pas de quoi.
Et ils sont pointés dans mon parc, donc je les ai mis dehors. Et ils étaient à côté, et ils ont fait un prélèvement d'eau. Ils en font un tous les mois. C'est pour ça Ils surveillent à plusieurs points. Il y a des stations fixes également qui sont posées le long des cours d'eau pour une période déterminée pour suivre l'évolution de la qualité des eaux. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, ce qu'on avait vu là dans les comptes rendus des concertations aussi, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils vendent limite une meilleure qualité des eaux après qu'avant, quoi. Enfin voilà, et d'autres... Alors sinon, de toute façon, n'oubliez pas qu'on a une grosse phase débat à la fin. Mais allez-y. Et l'eau chaude qui est à 1000 quelques mètres, qu'est-ce qu'on en fait? Ça revient à la surface, ça revient dans les débats, c'est une richesse. Donc on n'a pas le droit de... C'est une richesse, on n'a pas le droit de la... Ah bah de toute façon, le potentiel géothermique de Bure... Et je pense qu'on ne va pas passer avec ça. Il n'a pas été reconnu. Ça Il y a eu un reconnu. recours juridique de fait et c'est allé jusqu'à la cassation. C'est en cassation, là. C'est en cassation. Ça a été clairement sous-évalué, mais ça n'a pas été reconnu. Mais enfin, voilà. Il faut prendre entre eux, mais je le lâcherai. La difficulté, c'est vachement intéressant votre truc, mais c'est qu'on n'a pas les données pour savoir quelle réponse on pourra apporter. Et voilà. Parce que là, je suis sûr qu'ils vont dire, bah attendez, on va gérer, on va vous montrer qu'on va faire ci, et ça. Et en fait, à chaque fois, ce qu'ils disent, c'est ah non, mais de toute façon, parce qu'on leur a écrit mais des dizaines et des dizaines de courriers, quoi. Et à chaque fois, c'est ah non, mais toutes les infos, vous les aurez dans la DAC, dans le dossier d'autorisation de création. Donc, c'est-à-dire trop tard. Après coup. Une fois que on aura accès à ce dossier quand ce sera autorisé, quoi. Donc, et c'est bien ça, en fait. C'est ça, tout le truc. C'est cette opacité totale, et surtout même dans les concertations, on voyait la manière, les schémas qu'ils ont fait pour présenter aux gens minimisent complètement sur le schéma la partie exor et eau contaminée. Elle est toute petite, alors que c'est ça le gros point noir et que c'est ça le plus important. Mais même dans leur manière de présenter les choses, ils minimisent, donc ils orientent vraiment les informations qu'ils donnent, quoi. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi mettre en place une manière, nous-mêmes, d'aller chercher les informations et de se faire une propre image qui soit pas celle qui est donnée toute prête à manger par l'endroit, parce qu'elle est forcément orientée. Mais il y a des gens qui sont certainement déjà allés voir sur le site pour visiter le site de l'endroit. Est-ce que dans ces visites-là, on leur présente toutes ces choses-là déjà? Non, en fait, les visites de l'Andra, le labo par exemple, là, ce qu'ils font, c'est des recherches sur justement comment récupérer l'eau dans la roche, entre les collines. Ah oui, c'est ça. C'est à quel point la radioactivité se propage dans la roche. C'est ça les études qu'ils font au laboratoire. Mais ils n'ont aucune, a priori, eux-mêmes en fait, sont pas capables de prédire quelle quantité ils vont devoir pomper en permanence, parce que quand ils vont creuser, en effet, ils vont traverser plusieurs nappes. Et après, de toute façon, il faudra maintenir les galeries à sec. Et ça va être des quantités énormes. Et une fois qu'il y aura des polypes, comme l'eau, la radioactivité adore l'eau, et que l'eau est une ressource en réseau. Mais il y a déjà eu des projets qui ont été faits une volonté d'enfouir des déchets nucléaires dans le sol, et ça s'est toujours soldé par des échecs et un abandon. Et qu'est-ce qui leur fait croire à eux qu'ils vont y arriver là où les autres ont échoué, quoi? Alors malheureusement, il y a quand même le WIP, au Nouveau-Mexique, qui a un projet d'enfouissement qui a... Il y a des accidents. C'est quand même il y a eu un accident, mais ça n'a pas empêché de laisser le centre, et il arrive là. Mais il y a eu un arrêt pendant plusieurs années. Il y a eu un arrêt plusieurs années, mais après c'est pas pour ça qu'on l'a fermé et qu'on a dit stop, c'est une mauvaise solution. Je vous propose... Un exemple d'un truc si ça vous va... Un exemple d'un truc qui est censé durer des centaines d'années ou des milliers d'années et qui pète au bout de 10 ans, quoi. Enfin voilà, bon, l'eau là c'est un exemple, mais c'est clair, qui est très très parlant. Si ça vous va, on continue. On avance sur les transports. Et là du coup c'est Guillaume. Du coup, pour vous parler des transports qui concernent le projet CIGEO, je vais en deux temps en fait vous parler d'abord des liaisons en fait qu'il y aura entre les deux zones, donc la zone descendrie
et la zone puits. Et donc ça, c'est les transports dont on a besoin entre ces deux zones, c'est notamment pour le transit des matériaux, pour tous les gros engins de chantier qui devront faire des allers-retours, et également pour les véhicules plus légers comme le personnel qui viendra travailler sur les deux zones, et sans oublier également les transports qui existent déjà aujourd'hui, donc les paysans ou les personnes locales qui utilisent cette route par exemple qui va entre le laboratoire et le Bois-le-Jus. Et dans un second temps, je vous parlerai plutôt de l'accès même au site CIGEO, où en fait tous les moyens de transport existants sont retenus, donc à savoir l'utilisation du réseau ferré, les voies fluviales et le réseau routier existant. Donc les liaisons intercités, du coup, c'est tout à l'heure Laure commençait à vous expliquer. Donc le projet, c'est de faire un énorme boulevard donc il partirait plus ou moins après la ferme du Cité, quand on part en direction de Mandres en Barrois. Donc juste après la ferme du Cité, sur la gauche, il y aura un grand rond-point avec deux bretelles, comme si on rentrait sur une autoroute, et un boulevard de 30 mètres de large et 4,5 km de long, qui viendrait donc à travers champs rejoindre la route actuelle qui fait le carrefour de Mandres en Barrois et le Bois-le-Jus, et une fois rejoint, qui irait jusqu'à l'entrée actuelle du Bois-le-Jus. Donc on parle, je disais, pour transporter les matériaux. Donc c'est quoi les matériaux? C'est tout ce qui va être utile à la construction des installations de surface du site, soit de la zone des cendries, soit la zone puits. Donc on verra tout à l'heure comment ça arrive jusqu'à la zone des cendries, et ce qui est intéressant là, c'est de voir, une fois que les matériaux sont au niveau du laboratoire actuel, comment on les emmène jusqu'au Bois-le-Jus. Donc il y a eu deux propositions qui ont été faites par l'ANDRA. Celle d'utiliser un convoyeur aérien, une sorte de téléphérique qui sur 4,5 km donc, transporterait les matériaux, le sable, le béton, les graviers, les éléments métalliques préfabriqués, le bois. Et finalement, c'est pas l'option qui a été retenue. Ils partent plutôt sur un convoyeur à bande semi-enterrée. Donc c'est un grand rouleau en caoutchouc qui, si ça veut bien sensé, il y a un grand tapis en caoutchouc qui continue du coup entre les deux zones, et sur lequel on vient déposer notamment les excavations, le sable, le gravier. Et à certains moments, donc, ça peut être recouvert pour laisser passer par exemple la route par-dessus. Et à d'autres endroits où ça n'a pas d'importance, à proximité des champs, ça pourrait être à découvert. Donc c'est une solution qui est très utilisée. Oui. Petite précision, ça a été proposé, c'est parce qu'on était 5 conseils municipaux à être invités à donner notre avis, nous, petits citoyens, on donne notre avis, mais comme je n'étais pas dans les avis, et donc ça nous a été proposé, et ils ont retenu ce que certains conseillers ont dit. Ce que, pardon? On est 5 conseils à être invités. 5 conseils, donc Mandres, Bure, Saudron, Guillaumet, et j'ai dit quoi? Et Chénet. Donc il y avait 5 conseils d'invités, et on a eu les propositions, c'était à nous de dire ce qui nous convenait le mieux. Nous. Voilà. Pas à nous de décider. Oui, bah ça va dans le même sens de ce qu'on disait tout à l'heure. On sélectionne une partie des gens qu'on veut bien interroger, et je pense qu'en termes de coût, de facilité de mise en place et au niveau du paysage, je pense que ça les arrangeait bien aussi d'opter pour
solution qui est le convoyeur semi-enterré. Donc il serait mis, donc ça fait à peu près 6 mètres de large en tout et pour tout le convoyeur. Il serait accolé à la route existante, donc qui fait Mandres, l'entrée du bois-logis. Ensuite on vient rajouter une séparation de 3,50 m, 4 mètres. On rajoute une route pour le transport des poids lourds, des tombereaux. Le tombereau, on a une petite vidéo aussi. C'est des gros engins de chantier en fait, qui peuvent atteindre plus de 100 tonnes à charge. Alors ça roule pas très vite, ça roule à 50 km/h maximum. Généralement c'est plus 20 à 30 km/h. Ça a besoin d'une énorme piste hyper damée. Et généralement on n'a pas de revêtement bitumineux, ça reste en poussière comme on le voit dans la vidéo. Donc on aurait cette grosse route là, à la fois pour les tombereaux et les véhicules de service. À côté on a la route actuelle, à côté on a le transporteur semi-enterré et éventuellement, on laisse la possibilité, puisque c'était dans les concertations, si la population le veut, de rajouter une bande cyclable. Oui, ils ont proposé la piste cyclable et surtout ils ont dit ça ne tournera pas la nuit, on n'aura pas de camion la nuit. C'est vrai que j'ai vachement envie de faire du vélo à côté des tombereaux là. Donc là, je vous ai mis le profil en fait des différentes installations. Alors, c'est un profil qui nous est livré par l'Andra. À l'époque, il n'y avait pas encore la bande cyclable. Mais avec une bande cyclable, du coup, on arrive à 31 mètres de large pour cette voie. 4,5 km de long, donc c'est le chiffre que vous donnait Laure tout à l'heure, donc où on arrive très rapidement à 14 hectares imperméabilisés, alors qu'on est déjà au milieu des champs. On n'a aucune forêt entre le bois-le-jus et le laboratoire, on est vraiment à découvert au niveau des vents. Donc on peut vite, à 400 tombereaux au jour, imaginer la poussière qui se dégagerait de ces transports incessants. Donc 460 tombereaux au jour et 260 poids lourds. Donc pour la première période, donc des aménagements préparatoires au projet CIGEO, auquel il faudrait rajouter un nombre inconnu parmi les 8800 véhicules jour que représenterait du coup l'avenue donc du personnel et les transferts entre les sites par des petits véhicules. Excuse-moi, les gros camions, tu as dit combien s'il te plaît? Les tombereaux, 460. Par jour? Ouais, les gros véhicules comme ceux qu'on voit dans la vidéo. Donc c'est pratiquement des tombereaux les uns derrière les autres en fait qui font des allers-retours. Sur quel kilomètre chargé. Il y en a sur le balcon, si tu relèves. Tout à l'heure, Laure, tu parlais de l'eau. Donc, si on a 14 hectares imperméabilisés, ça veut dire que également le long de cette route-là, on a la création de 2 bassins de rétention d'eau. On n'a pas encore de solution sur où après par cette eau-là. Et on a également des aménagements, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard, où en fait on a déjà des routes existantes qui vont croiser cette liaison intercite et où il va falloir soit créer des ponts, soit créer des tunnels, mais en tout cas des ouvrages d'art pour permettre à tous ces voies de composer ensemble. Donc ça c'était pour entre la zone des cendries et la zone puits. Maintenant je vais vous parler donc des transports pour arriver sur la zone des cendries. Puisqu'à priori c'est là qu'arriveraient les matériaux et les camions. En tout cas en termes d'accessibilité aujourd'hui c'est ce qui est le plus cohérent. Une grosse partie des matériaux, surtout dans un premier temps, donc arriverait par le train, car l'Andra peut bénéficier donc de l'ancienne voie de chemin de fer qui part donc là, le tronçon qui est représenté en rouge-rose vient de Ligny en Barrois, passe à Gondrecourt, et à partir de Gondrecourt
on a un réseau plus ancien où il reste pratiquement plus de rails qui va donc de Gondrecourt-le-Château jusqu'à Saudron. Et voilà, donc c'est cette ligne de 54 km qui compte remettre en l'état pour les transports. Ça se décompose en deux parties, donc jusqu'à Gondrecourt-le-Château, le maître d'ouvrage ce serait la SNCF, donc SNCF Réseau, qui est propriétaire des rails. Sur les calendriers, j'ai pas précisé, mais pour tous les travaux, c'est donc les dates qu'on vous avait présentées tout à l'heure, donc qui ne correspondent pas à celles qu'on avait en 2015 ou 2016 dans l'avant-projet sommaire, mais qui au fur et à mesure ont décalé dans le temps pour arriver aujourd'hui à 2024 pour les mises en service. Donc sur la partie existante, la SNCF en maître d'ouvrage et une soixantaine de passages à niveau donc, sur ces 36 km linéaires et 26 ouvrages d'art à restaurer ou à confectionner pour assurer la sécurité, puisque là, dans un premier temps, c'est les transports de matériaux. Dans un second temps, si le projet se fait, ce sera des déchets nucléaires. Donc il y a le besoin d'assurer les moyens de communication. Arrivé à Gondrecourt-le-Château, au niveau de l'ancienne friche industrielle, c'était une fabrique de meubles. Donc qui est visible en arrivant à Gondrecourt-le-Château. L'Andra, qui est déjà propriétaire, veut mettre en place une plateforme multimodale, donc un espace tampon où il pourrait laisser une partie des matériaux et si le projet SIGEO devait se faire, on pourrait laisser également une partie des déchets en attente avant d'être emmenés vers la zone des cendries. Soit parce que les colis sont pas prêts, il doit y avoir du reconditionnement. Donc la plateforme multimodale de Gondrecourt, c'est une supposition ça ou c'est une affirmation? Non, c'est ce que prévoit l'ANDRA prévoit d'utiliser la plateforme multimodale. À l'entrée de Gondrecourt. Ouais. C'est une zone tampon quoi. Ouais. Merci Monsieur Martin. Combien? 5000 mètres cubes la plateforme ouais, 5000 mètres cubes pour la plateforme de Gondrecourt. Et à partir de Gondrecourt, du coup, le maître d'ouvrage qui réhabiliterait complètement l'ancienne voie ferrée, ce serait Gaïa. Et là, donc, on a un tronçon de 14 km avec 9 ouvrages d'art à restaurer ou à supprimer, des chemins ruraux à modifier également, des petits aménagements de passage à niveau. Donc voilà, au total, ça représente sur toute la voie ferrée 34 ouvrages d'art, 60-70 passages à niveau à sécuriser. Et donc tous ces travaux qui doivent être faits en même temps et qui vont représenter autant de transports sur les routes pour réaliser ces travaux. Et oui, avant de parler de la route du coup, la voie fluviale, très rapidement, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup d'informations dessus. On sait juste qu'il y a certaines pièces, notamment pour le transformateur électrique, qui, à cause de leur dimensionnement et de leur poids, ne peuvent pas transiter par la route ou le train. Donc une des solutions qui serait retenue, mais on n'est pas certain aujourd'hui, ce serait d'arriver par Oudelincourt, donc
Quand il y a par tout, le parce que cette année, il était vide. Oui, alors justement, on en parlait pour ceux qui étaient là hier soir, en effet. Je ne l'ai jamais vu, moi, jamais vide comme ça, jamais la première fois. Et il y a des vases aussi qui se sont accumulés, donc en fait, si c'était réellement la solution retenue, ça demanderait un aménagement assez conséquent du canal pour retirer les boues et s'assurer d'avoir le tirant suffisant pour transporter du coup des pièces lourdes. Donc, Mettre en avant. J'ai une question. Une fois les pièces arrivent à Oudelincourt par voie fluviale, ils font comment pour les derniers kilomètres? Et ben donc du coup c'est en utilisant le réseau routier existant. Donc l'idée c'est d'avoir comme structure la route nationale 4 la route nationale 4 et d'utiliser donc en premier la route donc qui va de Ligny-en-Barrois à Oudelincourt et ensuite qui rejoint Soudron, et dans une autre mesure, moindre mesure, la route qui part de Voie-Vacon, qui passe par Vaucouleurs et qui rejoint Oudelincourt. Alors là aussi sur la route qui se trouve plus à l'est et qui quitte la nationale 4 au niveau de Voie-Vacon, ça tombe bien puisqu'à Voie-Vacon on a également une plateforme multimodale. Aujourd'hui c'est pas une plateforme multimodale, c'est une aire de nuitée, c'est ça et qui sert déjà donc au transport, donc pour ceux qui ont suivi la conférence d'hier ou d'avant-hier à Bar-le-Duc. On parlait de cette plateforme-là puisque les transports de déchets nucléaires qui doivent aller du sud de la France vers le nord de l'Europe doivent s'arrêter en cours de chemin et s'arrêtent donc du coup sur cette plateforme de Voie-Vacon. Donc il y a de grandes chances qu'elle soit aussi utilisée en tampon, en stockage pour le projet CIGEO.